Sur la concession d'or la plus précieuse sur laquelle Parker Schnabel ait jamais travaillé, le temps est tranquillement devenu le seul adversaire qu'il ne peut pas surpasser, déjouer ou survivre. Chaque heure qui passe rapproche l'hiver d'un pas, et avec lui le sol gelé qui arrêtera toute une saison minière, que l'équipage soit prêt ou non. Au moment même où Parker est plus proche que jamais d'atteindre le cap inimaginable des 10 000 onces d'or en une seule saison, le désastre frappe là où il peut le moins se le permettre. Roxane, le lavoir devenu l'un des cœurs battants de son exploitation, commence à se déchirer de l'intérieur. Roxane a à peine 2 ans, une machine qui devrait encore avoir des années de service fiable devant elle, mais de profondes fissures ont commencé à se propager à travers ses tubes transversaux structurels. Ces lourds supports en acier ne sont pas des pièces cosmétiques qui peuvent attendre l'intersaison. Ils constituent l'épine dorsale de l'ensemble de l'installation de lavage, transportant un poids énorme à chaque seconde, pendant laquelle la machine fonctionne sous un flux incessant de roches, de gravier d'eau et de saleté. Si l'un de ces supports finit par céder, la rupture pourrait être soudaine, violente et catastrophique, détruisant bien plus qu'une seule pièce d'acier. Parker est coincé entre 2 choix impossibles et aucun d'eux n'offre de réponse confortable. Arrêter Roxane pour une réparation appropriée, et il sacrifie au moins 2 jours complets de production pendant la période la plus critique de la saison du temps, dont il n'a tout simplement plus. Laissez-la fonctionner avec des supports structurels endommagés, et chaque minute qui passe devient un pari que la machine entière pourrait s'effondrer avant que l'or n'atteigne la balance. Quelque part entre ces 2 risques se trouve la seule voie à suivre, et elle repose presque entièrement sur l'espoir. Pendant des années, Parker a poursuivi des records de production qui semblaient toujours hors de portée, mais cette saison est différente. Le nombre magique qui se trouve devant lui est de 10 000 onces d'or, un objectif qu'aucune saison de sa carrière n'a jamais atteint, malgré des années d'efforts incessants et d'expansion constante. Il est plus proche maintenant qu'il ne l'a jamais été, suffisamment proche pour croire que cela peut enfin devenir réalité, mais aussi suffisamment proche pour comprendre avec quelle facilité tout peut disparaître. Parfois, les kilomètres les plus difficiles d'un voyage sont les derniers, et l'exploitation minière ne fait pas exception. La seule force avec laquelle Parker ne peut pas négocier n'est pas un autre patron minier, la hausse des prix du carburant ou des pannes mécaniques. C'est l'hiver lui-même. Alors que les températures chutent dans le Klondike, chaque lever de soleil marque un autre jour perdu à jamais. Et une fois que le sol gèle, la saison se termine, quelle que soit la quantité d'or qui attend sous terre. La nature ne se soucie pas des objectifs de production, des investissements ou des rêves inachevés. Parker sait exactement combien il lui reste peu de temps. En regardant l'exploitation, il admet que l'hiver est arrivé et que la fenêtre se ferme beaucoup plus vite qu'on ne le souhaiterait. L'équipage peut voir la ligne d'arrivée, mais à cette fin de la saison, chaque machine, chaque employé et chaque once d'équipement fonctionne dangereusement près de sa limite physique. Cela ressemble moins à gérer une mine qu'à essayer de distancer une avalanche qui prend lentement de la vitesse derrière eux. À travers les revendications tentaculaires, chaque usine de lavage a été poussée presque au-delà de la raison. Les 4 usines rugissent de l'aube jusqu'à l'obscurité, traitant autant de saleté que leurs moteurs roulements courroies et cadres en acier peuvent physiquement en supporter. Il n'y a plus de place à la prudence, car la prudence ne produit plus assez d'or pour atteindre l'objectif de Parker. Chaque machine est devenue un cheval de course auquel on demande un sprint final avant de s'effondrer sur la ligne d'arrivée. Derrière cet objectif de production extraordinaire se cache une opération d'une complexité stupéfiante. Des centaines de pièces mobiles doivent fonctionner ensemble avec une coordination presque parfaite, car la défaillance d'un seul composant peut se répercuter sur l'ensemble de la mine. L'équipement, le carburant, l'excavation, le transport, l'entretien et la récupération dépendent les uns des autres sans aucune marge d'erreur. Le succès n'est plus déterminé par une seule grande décision, mais par des milliers de petites décisions prises correctement chaque jour. Chaque section majeure de la mine repose entre les mains de quelqu'un en qui Parker a entièrement confiance. Mitch supervise le programme de décapage tout en gardant Roxane en vie et en préparant un tout nouveau terrain, le long d'Indian River pour la saison prochaine, avant même que celle-ci ne soit terminée. Tyson fait face à sa propre bataille sur Dominion, luttant constamment pour maintenir 3 usines de lavage distinctes en fonctionnement, malgré des problèmes mécaniques qui semblent déterminés à se multiplier de jour en jour. Chaque contremaître porte une énorme responsabilité, car Parker ne peut pas être physiquement partout à la fois. Normalement, le déplacement d'une installation de lavage suit un rythme gérable.
L'équipe déplace la machine, passe des semaines à la configurer correctement, peaufine chaque composant, et profite enfin d'une courte période pendant laquelle la production s'installe dans une routine prévisible. Cette saison, cependant, ce luxe a complètement disparu. Il s'agit maintenant simplement de déplacer l'usine, de la construire, de la démarrer, puis de se précipiter immédiatement vers l'emplacement suivant, avant que quiconque n'ait le temps de respirer. Le rythme incessant ne laisse presque aucune possibilité de reprise. Chaque tâche accomplie est immédiatement remplacée par une autre encore plus importante qui attend juste devant. Les machines ne se reposent jamais vraiment, et les personnes chargées de les maintenir en vie non plus. La mine est devenue une réaction en chaîne géante où s'arrêter ne serait-ce qu'un instant risque de prendre trop de retard pour se rétablir. Du haut des opérations, Parker maintient le tout ensemble grâce à une communication constante et à d'innombrables décisions prises sous une pression énorme. Son message à la radio ne change jamais parce que l'objectif ne change jamais. Faites fonctionner les installations de lavage quoi qu'il en coûte, car chaque heure pendant laquelle elles restent silencieuses laisse de l'or en permanence dans le sol. Il n'y a pas de discours, pas de célébration dramatique, seulement une concentration inébranlable sur le maintien de la production. L'arrivée du froid transforme la pression ordinaire en une véritable panique. Une fois que le gel a enfermé le sol sous des milliers de tonnes de terre gelée, l'excavation s'arrête tout simplement, et il n'y a plus de semaines d'attente supplémentaires pour récupérer la production perdue. Toute rupture aujourd'hui doit être réparée immédiatement, avec l'équipement, les matériaux et la main-d'œuvre disponibles sur le site. Chaque réparation devient une course contre la montre et contre la météo. Malheureusement, le premier échec majeur de la semaine frappe l'une des pires cibles possibles. Parmi toutes les machines dont Parker dépend, Roxane est parmi les plus critiques. La perdre même brièvement créerait un trou dans la production qui pourrait s'avérer impossible à récupérer avant que l'hiver ne ferme définitivement l'exploitation. Le moment ne pourrait guère être pire. Pour apprécier la pression à laquelle est confrontée l'équipe de Parker, il est utile de comprendre l'incroyable ampleur de la mine elle-même. 4 immenses usines de lavage fonctionnent dans plusieurs fosses actives réparties entre les Clem d'Indian River et de Dominion, tandis que les équipes travaillent par équipes qui se chevauchent et qui commencent bien avant le jour et se poursuivent souvent jusque tard dans l'obscurité. Chaque personne supporte déjà une charge de travail qui nécessiterait normalement une aide supplémentaire, mais il ne reste tout simplement plus personne de disponible. Chaque travailleur est devenu indispensable. Mitch doit déjà concilier 2 tâches impossibles à la fois. Tout en ouvrant de nouveaux terrains qui, espérons-le, produiront de l'or la saison prochaine, il se bat simultanément pour maintenir cette saison en vie en empêchant les pannes d'équipements critiques de devenir incontrôlables. Tyson fait face à une pression similaire tout en surveillant constamment 3 usines de lavage distinctes qui semblent toutes déterminées à exiger une attention exactement au même moment. Aucun des 2 hommes n'a suffisamment d'heures dans la journée pour résoudre parfaitement chaque problème. C'est précisément ce manque de marge de manœuvre qui rend l'exploitation minière de fin de saison si dangereuse. Chaque machine fonctionne plus fort qu'elle n'a jamais été conçue, car le ralentissement n'est plus considéré comme une option. Lorsque l'équipement fonctionne en permanence sous une contrainte maximale, la moindre faiblesse peut rapidement se transformer en désastre. La mine atteint un point où le succès dépend presque autant de la chance que de la planification. Les mathématiques derrière l'objectif de production de Parker sont brutalement impitoyables. Chaque usine de lavage contribue une quantité spécifique d'or au total de la saison, et dès qu'une de ces usines cesse de produire, tout le calcul commence à s'effondrer. Manquer ne serait-ce que quelques jours de fonctionnement peut effacer des semaines de progrès durement gagnés. À ce stade de la saison, chaque 11 compte. Le premier avertissement arrive par une transmission radio crépitante. Un opérateur travaillant en hauteur sur Roxane signale un problème grave après avoir remarqué des fissures structurelles se développant autour des tubes transversaux alors que de lourdes roches continuent de couler à travers l'usine. Parker reconnaît immédiatement l'importance de l'appel et ne perd pas de temps pour en confier la responsabilité à Mitch. Il n'y a aucune possibilité de retard lorsque l'acier de construction commence à se briser. Mitch se dirige directement vers la machine, déterminé à inspecter les dégâts de ses propres yeux, plutôt que de se fier à des descriptions de seconde main. En s'approchant de l'usine de lavage, il sait déjà que c'est exactement le genre de problème mécanique que redoute tout directeur de mine en fin de saison.
Dès qu'une installation de lavage cesse de produire, les conséquences s'étendent bien au-delà des coûts de maintenance. Chaque minute silencieuse signifie que l'or n'atteint plus le décompte final de Parker. Debout à côté de Roxane, Mitch réalise immédiatement que la situation est pire que prévu. Les dommages ne sont pas superficiels et ne se limitent pas à une fissure esthétique inoffensive. L'un des principaux tubes transversaux structurels a été compromis et des signes suggèrent qu'un autre support à proximité commence déjà à se briser sous la même contrainte incessante. La machine montre littéralement des signes que son squelette se brise. Compte tenu de l'âge de Roxane, la découverte devient encore plus alarmante. Une installation de lavage qui a à peine 2 ans ne devrait pas déjà développer des fissures de fatigue à travers l'acier de construction critique. Pourtant, des mois de vibrations constantes, d'impacts sans fin, de roches lourdes et de fonctionnement ininterrompu ont poussé la machine bien au-delà des attentes ordinaires. L'acier aussi résistant soit-il fini par atteindre ses limites. Comprendre l'importance d'un tube croisé explique pourquoi tout le monde s'en inquiète immédiatement. Ces supports lourds aident à supporter le poids énorme des canalisations d'écluses, des tamis vibrants des convoyeurs et des milliers de gallons d'eau se déplaçant continuellement à travers l'usine toutes les heures. Lorsqu'un tube s'affaiblit, les énormes forces qu'il supportait autrefois sont instantanément transférées sur les supports voisins. Cette réaction en chaîne est exactement la manière dont une seule fissure peut finir par détruire une installation de lavage entière. Mitch se retrouve maintenant confronté précisément à ce scénario de cauchemar. Un tube transversal est déjà gravement compromis, tandis qu'un deuxième tube voisin a commencé à développer les mêmes signes dangereux de fatigue. Continuer à pousser Roxane dans ces conditions, et la défaillance structurelle n'arrêtera pas simplement la production. La machine pourrait littéralement se déchirer sous son propre poids avant que quiconque ait le temps de réagir. La bonne solution est douloureusement évidente. Les 2 tubes transversaux endommagés doivent être complètement retirés et remplacés par de l'acier neuf, ce qui redonnera à l'installation de lavage toute sa résistance structurelle avant de reprendre la production. Dans des circonstances normales, cette décision ne nécessiterait pratiquement aucun débat, car la sécurité et la fiabilité à long terme passeraient avant tout. Malheureusement, il s'agit là d'une circonstance tout sauf ordinaire. Effectuer correctement cette réparation coûterait environ 2 jours complets d'arrêt, et Parker comprend exactement ce que représentent ces 2 jours. À l'approche de l'hiver, d'heure en heure, perdre 48 heures de production pourrait facilement signifier ne pas atteindre le cap des 10 000 onces qu'il a passé des années à poursuivre. La saison ne dispose tout simplement pas de suffisamment de temps restant pour absorber un tel retard. La réalité force Parker à prendre une décision qu'il n'a jamais voulu prendre. L'ordre qui revient à la radio reflète à la fois la détermination et le désespoir. Retirez les écrans de l'usine de lavage, faites intervenir le soudeur, réparez les fissures visibles là où ils se trouvent, et gardez Roxane en vie juste assez longtemps pour franchir la ligne d'arrivée en boitant. Personne ne prétend que c'est la réparation parfaite parce que tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Ils ne cherchent plus à rendre la machine comme neuve. Ils essaient simplement de le maintenir en vie jusqu'à ce que l'hiver mette enfin fin à la saison pour eux. Les enjeux financiers derrière ce pari sont presque impossibles à ignorer. Avec des prix de l'or oscillant autour de 3 800 $, l'once chaque seau de terre traité par Roxane a une valeur énorme. Une usine de lavage productive peut générer environ 147 onces d'or chaque semaine, ce qui représente plus d'1 demi-million de dollars de métal récupéré à partir d'une seule machine. De tels chiffres expliquent pourquoi chaque chef de mine expérimenté pousse l'équipement plus fort qu'il ne le ferait autrement au cours des dernières semaines précédant le gel. La stratégie devient brutalement simple. Les machines ne doivent pas nécessairement durer éternellement. Il leur suffit de survivre assez longtemps pour atteindre la ligne d'arrivée avant que l'hiver ne vienne tout arrêter. Les réparations peuvent attendre jusqu'au printemps, mais la production perdue ne revient jamais. Il n'y a pas d'installation de lavage de secours en réserve et pas de deuxième équipe disponible pour remplacer la première. Tout dépend du jugement de Mitch se tenant à côté de l'acier endommagé et de Parker prenant des décisions impossibles par radio à des kilomètres de là. Ensemble, ils doivent choisir entre un temps d'arrêt garanti aujourd'hui ou la possibilité d'une panne catastrophique demain. Aucune des 2 options ne semble sûre, mais l'une d'entre elles permet au moins de maintenir l'or en mouvement. N'importe quel autre mois de la saison minière, la réponse aurait été immédiate. Roxane serait complètement fermée, les éléments structurels endommagés seraient
remplacé correctement, et personne ne remettrait en question la décision. Mais le calendrier est devenu aussi dangereux que l'acier brisé lui-même. C'est la semaine où les rêves deviennent réalité ou disparaissent sous le sol gelé. Le soudeur arrive et des étincelles explosent dans l'air glacial du nord, tandis que des éclairs brillants dansent sur le corps blessé. Pouce après pouce, les fissures sont comblées par de nouvelles soudures, tandis que tout le monde comprend tranquillement qu'il traite les symptômes plutôt que de guérir la maladie. Roxane n'a pas retrouvé une santé parfaite, elle reçoit simplement assez de force pour survivre quelques jours supplémentaires. Tout mécanicien expérimenté comprend la différence entre remplacer l'acier de construction et souder du métal endommagé. L'installation d'un tout nouveau tube transversal redonne au cadre sa résistance d'origine, éliminant complètement la section affaiblie. Cependant, une soudure ne fait que reconnecter l'acier qui s'est déjà rompu, tandis que la fatigue invisible cachée à l'intérieur du métal environnant continue de subsister. C'est une réponse temporaire à un problème fondamentalement permanent. Mitch sait exactement quel genre de pari il fait. Il parie que l'acier réparé pourra survivre juste assez longtemps pour que la saison se termine, avant qu'une autre fissure ne se forme quelque part plus profondément à l'intérieur du cadre. C'est le genre de risque calculé qui définit l'exploitation minière dans le Grand Nord où la nature offre rarement aux gens le luxe de prendre des décisions parfaites. Parfois, le succès dépend du fait de savoir quel danger est légèrement moins mortel que l'autre. Les réparations permettent à Parker de gagner quelque chose d'incroyablement précieux, du temps. Roxane retourne au travail avalant une fois de plus d'interminables charges de salaire, comme si de rien n'était permettant à l'opération de respirer pendant un bref instant. Mais ce soulagement s'avère douloureusement temporaire. Lorsque 4 usines de lavage fonctionnent à pleine capacité à la veille de l'hiver, éteindre un incendie garantit simplement qu'un autre s'enflammera ailleurs sur la concession, avant même que la fumée du premier ne se soit dissipée. Le prochain appel arrive déjà, et il demandera à Alex et John de tenter quelque chose que personne sur la concession n'a jamais essayé, et c'est le rythme des dernières semaines. Réparer, courir, casser, réparer encore avec la température qui baisse et le prix de l'or suffisamment élevé pour qu'arrêter ne soit jamais la bonne réponse. Parker a construit une entreprise suffisamment grande pour battre un record et suffisamment fragile pour que n'importe quelle machine puisse la faire couler. Garder les 4 plantes en vie en même temps au cours de la même semaine brutale est le véritable test pour savoir si la saison se termine par un record ou par une histoire sur celle qui s'est enfuie. The Slimy Belt. Cette fois, le problème vient du gerbeur radial, et c'est John qui l'appelle. Le gerbeur s'est arrêté sur lui. Quand Alex le remarque, la cause semble presque trop simple pour être une crise. La ceinture est visqueuse. Une couche de boue s'est infiltrée à l'intérieur de la courroie, et la boue ne donne aucune friction à la courroie. Ainsi, lorsque la courroie atteint le tambour de tête, le tambour tourne simplement sur place tandis que la courroie passe devant et le matériau refuse de grimper. Le convoyeur ne rentre pas assez loin non plus. Le tambour de tête doit se chevaucher davantage dans la boîte à roches, de sorte que la paie ne s'accumule pas exactement là où elle devrait passer. La cause profonde remonte directement à Big Red. Les saletés provenant du convoyeur à trémie de Big Red s'infiltrent sous le gerbeur radial de l'usine de lavage et s'étalent sur l'intérieur du tapis. Au fur et à mesure que cette courroie monte vers la poulie d'entraînement, le tambour de tête devient glissant de boue et la masse cesse d'alimenter complètement l'usine. La trémie est enfouie dans le matériau à gauche et à droite, noyée dans le matériau même pour lequel elle est conçue pour se déplacer. Le correctif que tout le monde peut voir est également le correctif que personne ne peut utiliser. Faire avancer le convoyeur de la trémie d'alimentation résoudrait le problème proprement, mais cela prend du temps que la saison n'a pas et une excavatrice qui n'est pas gratuite. Cela laisse à Alex une seule option et elle n'est pas sûre. La géométrie de la confiture est toute l'histoire. Le convoyeur d'alimentation et l'empileur radial sont censés se chevaucher de sorte que le produit distribué de l'un atterrisse proprement sur l'autre et continue de grimper vers l'usine. À l'heure actuelle, il ne se chevauche pas suffisamment de sorte que la paie s'accumule dans l'espace, se répand là où elle ne devrait pas, et applique son revêtement lisse sur la ceinture au lieu de la remonter. Nettoyer la boue pendant 1 heure ne sert à rien si la géométrie reste erronée, car la boue revient directement au moment où l'usine fonctionne. La seule solution durable consiste à changer l'emplacement du gerbeur, ce qui implique de déplacer la machine elle-même. Le pari d'Alex.
Le plan d'Alex est à la fois intelligent et véritablement dangereux. Il a l'intention de faire reculer le gerbeur radial de 120 pieds de seulement 3 pouces, en le faisant glisser plus loin sous le convoyeur d'alimentation, afin que la paix cesse d'obstruer le tapis à la source. 3 pouces sur une machine aussi longue et aussi haute, c'est presque rien et presque tout à la fois. Pourquoi y a-t-il autant de boue à l'intérieur du convoyeur? Peut-être que ça ne va tout simplement pas assez loin. Ouais, nous avons besoin d'un peu plus de chevauchement comme depuis ce tambour de tête jusqu'à cette boîte à roches afin que le matériel ne s'empile pas ici. Le gerbeur n'a pas de marche arrière, donc Alex va le faire reculer uniquement grâce à l'hydraulique, une manœuvre que l'équipage appelle inchworming. Tout d'abord, l'extrémité supérieure du gerbeur s'élève dans les airs utilisant le propre poids de la machine pour exercer une force d'appui sur l'essieu. Ensuite, les roues de frein, en forme d'aile de mouette, décollent du sol, permettant à l'empileur de reculer vers le convoyeur d'alimentation. Avec le convoyeur élevé et les roues retirées de la terre, la structure entière devient lourde et instable, se balançant comme quelque chose qui veut tomber. La physique est impitoyable. Un gerbeur radial est conçu pour pivoter en arc de cercle sur ses roues et non pour rouler tout droit vers l'arrière. Donc Alex emprunte la machine contre lui-même. Le fait de soulever la tête de train charge l'essieu. L'essieu chargé laisse les roues de frein remonter et les roues libérées laissent le tout avancer vers l'arrière sous rien d'autre que la gravité et la pression hydraulique. Chaque partie de cette chaîne doit rester équilibrée car la même hauteur qui permet au gerbeur de se déplacer est la hauteur qui lui donne envie de basculer. Il n'y a pas de treuil pour le maintenir, pas de deuxième machine pour le soutenir, rien qu'Alex aux commandes qui lie le balancement en temps réel. Cette influence est tout le danger. Si le gerbeur roule avec le convoyeur relevé de cette façon, rien ne l'empêche de passer complètement par-dessus et 120 pieds d'acier s'effondrent. Personne sur la concession n'a jamais tenté cela auparavant. C'est complètement expérimental et c'est la seule option qui reste à Alex, alors il décide d'essayer et de voir ce qui se passe. L'équipage marque une ligne dans le sable, la limite au-delà de laquelle les choses ont officiellement mal tourné. L'ambiance se tourne vers le genre d'humour de potence que les hommes recherchent lorsqu'ils ont vraiment peur. Une petite blague sombre selon laquelle si tout tourne mal, c'était bien de se connaître, avant qu'Alex rappelle tout le monde et commence à tirer les roues. Un côté se détache du sol, puis l'autre côté se détache également. Dès l'instant où les roues débarrassent la saleté, l'ensemble du gerbeur radial commence à bouger bien plus que ceux avec quoi quiconque est à l'aise. Alex soulève le gerbeur avec les ailes de mouette décollées du sol, et les roues commencent à ramper seules, signe que la machine recule véritablement. Il se balance d'avant en arrière en équilibre sur son propre poids. Chaque fraction de pouce est une négociation avec la gravité que la gravité ne perd généralement pas. Un demi-pouce, puis un peu plus, et enfin la hauteur qu'Alex poursuivait. Pendant tout cela, John surveille l'espace entre les convoyeurs et indique la distance car Alex, sur les commandes, ne peut pas voir les pouces qu'il achète. Ils travaillent tous les deux sur la machine, à eux deux, Alex vérifiant le système hydraulique un cheveu à la fois et John lisant le résultat sur le sol. Il n'y a pas lieu de se précipiter. Poussez trop vite et le balancement se transforme en chute. Déplacez-vous trop lentement et l'empileur n'atteint jamais la marque avant que quelque chose ne cède. Il divise soigneusement la différence centimètre par centimètre jusqu'à ce que l'écart se referme enfin là où il doit être, de retour au sol avec la hauteur réglée. Alex abaisse le gerbeur, ce qui augmente la distance, et le fait glisser dans la position qui évite le colmatage. Les ailes de mouette se reposent sur le sol là où elles appartiennent. Et maintenant, c'est très lourd et instable. S'il veut rouler avec le convoyeur relevé comme ça qui peut dire qu'il ne va pas tomber aussi, c'est définitivement risqué. Et le plus dur est de passer, rien n'est renversé et personne n'est blessé. Alex vérifie le niveau de la machine d'un côté à l'autre et le résultat est bon. Le poids est de retour sur les pieds stabilisateurs, ce qui signifie que le dual peut rouler et que le gerbeur est à nouveau stable. Le pari expérimental du coup de poing blanc a effectivement fonctionné sans excavatrice et sans temps supplémentaire passé. C'est le genre de réparation qui n'apparaît pas dans les temps forts de la saison, mais qui décide quand même de la saison. Aucune pièce n'a été commandée, aucun atelier n'a été impliqué, aucune journée n'a été perdue.
Une machine de 120 pieds a reculé de 3,5 pouces sur le plan hydraulique et nerveux. Et la seule preuve que cela s'est produit est une courroie qui fonctionne désormais proprement. Sur une réclamation mesurée en onces et en heures, c'est exactement le genre d'arrêt qui sépare une saison record d'un quasi-accident. Le contrôle le plus important revient à John qui confirme la distance réellement parcourue par le gerbeur. 3,5 pouces. Exactement la distance qu'Alex recherchait. Tant que la matière ne s'y entasse plus, elle reste en dehors du tapis et n'encrasse rien. Alex redémarre l'usine et le soulagement de la réclamation est réel. Un autre incendie éteint. Une autre machine a récupéré du bord. Mais le froid s'installe rapidement maintenant. La saison est presque terminée et c'est la semaine qui décide si 10 000 onces restent un objectif ou deviennent un record, jour de pesée. Ce que le ver de terre a réellement sauvé est facile à sous-estimer. Sans cela, le gerbeur radial reste coincé. Le salaire de Big Red ne cesse d'augmenter, et l'une des 4 usines de Parker cesse effectivement de fournir de l'or au cours de la semaine la plus importante de la saison. 3,5 pouces de mouvement prudent ont permis de maintenir en vie toute une chaîne de production. C'est la vérité tranquille d'une revendication qui se poursuit à fond. La différence entre atteindre le but et le rater se mesure en pouces et en soudure, pas de chance. Les machines tenant ensemble, il ne reste plus qu'à mettre de l'or sur la balance. Alors Parker prépare le pont et le chemin commence. L'usine de lavage Bob commence. Le nombre grimpe et s'établit à 127,35 onces, environ 484 000 $ en une seule coupe. Un début solide, exactement le genre de chiffre qui permet de maintenir en vie une saison de 10 000 onces. Bob a été un salarié régulier toute la saison. L'usine qui ne fait pas la une des journaux parce qu'elle fonctionne tout simplement. Et la coupure du pont le prouve encore une fois. Tandis que Roxane craquait et que le gerbeur radial faillait tomber, Bob continuait à transformer son salaire en or sans drame. Cette fiabilité est ce qui donne à Parker la possibilité de jouer partout ailleurs. Une base de référence sur laquelle il peut compter pendant que le reste de la revendication se bat pour sa survie. Puis c'est au tour de Roxane. La même usine blessée Parker a failli la perdre 2 fois cette semaine. On lui demande maintenant de prouver qu'elle valait la peine d'être sauvée. Roxane a récupéré son salaire de la 2e mine de la concession Parker's Indian River. Et l'échelle grimpe jusqu'à 133,9 onces, soit environ 509 000 $. La machine s'est soudée et a fonctionné sur une prière qui a juste dépassé la coupe du pont, once pour once. Maintenant, les calculs deviennent difficiles. Pour atteindre l'objectif cette semaine, Parker a besoin d'un peu plus de 200 onces supplémentaires sur la balance. C'est le bar. Et cela se résume à la coulée finale. Bob et Roxane ont déjà mis ensemble plus de 260 onces d'or de la semaine sur la balance. Mieux qu'1 million de $ entre 2 usines. C'est un chiffre fort, mais ce n'est pas le chiffre que Parker recherchait. L'objectif de la saison ne se soucie pas de la difficulté de la semaine, ou combien de machines ont failli mourir pour en arriver là. Seul ce qui arrive sur la balance compte, et il y a encore du chemin à rattraper, le kilomètre d'or. Ce dernier tronçon est ce que l'équipage appelle le mille d'or. La course à l'or qui décide si 10 000 onces reste un rêve ou devient une réalité. Goose et Big Red montent ensemble sur la balance. Et l'or commence à grimper. Tout le monde se rassemble autour de la balance pour celui-ci. Parce que la saison dépend de la minute suivante. 2 plantes incenses et une cible qui a déjà battu Parker. Mitch est là. Alex est là. Les mêmes mains qui ont soudé Roxane et fait reculer le gerbeur. Attendez maintenant de voir si l'or de la semaine sera suffisant. 40, 80, 100, 20, 100, 30, 140. La pile continue de s'accumuler et l'aiguille ne ralentit pas. Il franchit 200 puis 220 et atterrit finalement à 258,15 onces provenant des 2 usines seules. Près de 981 000 $ en aller simple. C'est plus que suffisant. C'est la coulée qui pousse toute la saison au sommet. Le moment vers lequel chaque soudure et chaque pari de la semaine se dirige. Roxane tint bon. Big Red a tenu. Le gerbeur radial a tenu. Et l'or de chacun d'eux est désormais empilé sur la même échelle au même moment. Ce qui fait que le Golden Mile atterrit, c'est que chaque plante qui s'y trouve porte une cicatrice de la semaine. Bob a couru proprement et régulièrement à travers la coupure du pont. Roxane roulait sur de l'acier soudé qui aurait pu tomber en panne à tout moment. Big Red a continué à distribuer de la paix, même si son convoyeur à trémies encrassait le gerbeur à côté de lui. Aucune de ces machines n'a atteint l'échelle intacte, c'est exactement pourquoi la coulée finale signifie ce qu'elle fait. Le nombre n'est pas une chance.
C'est la somme de toutes les solutions que Mitch Alex et John ont forcé à réaliser sous l'horloge, 10 000. Pour la toute première fois, Parker Schnabel a atteint 10 000 onces en une seule saison. L'or vaut la somme incroyable de 38 340 et 1 000 $. Le poids total d'une saison de tubes transversaux fissurés de courroies visqueuses et d'un pari expérimental sur un empileur radial qui n'aurait jamais dû fonctionner. L'histoire derrière le numéro est ce qui le fait atterrir. Parker avait également atteint un objectif de 10 000 onces l'année dernière et il n'a pas réussi. Cette saison n'est pas seulement un record à grande échelle. C'est la réponse à un objectif qu'il avait battu il y a 12 mois. Installé en or. À titre de comparaison, 10 000 onces représentent plus de 300 kg d'or extraits du sol gelé du Yukon au cours d'une seule saison minière par une équipe dans 4 usines de lavage qui ont passé l'année à se démonter et à être réparées. C'est le genre de total saisonnier qui se situe tout en haut de l'exploitation minière déplacée. Le numéro rond Parker a recherché chaque fissure soudée et chaque réparation expérimentale. Le chiffre de 38 millions de $ fait la une des journaux. Le numéro qui compte réellement pour Parker est celui qu'il a finalement effacé, l'œuf d'or. Puis au milieu de la célébration, la saison offre à Parker un dernier cadeau. Todd était en train de rincer le réservoir de la poule aux œufs d'or lorsqu'il a trouvé la chose la plus étrange à l'intérieur. La poule a pondu son premier œuf. Une pépite pesant exactement 1 once, soit environ 3 800 $, et une seule pièce d'or sont tombées sur la balance au moment précis où l'équipage franchissait la ligne d'arrivée. Une seule pépite d'1 once est une trouvaille rare en soi. En trouver un en forme d'œuf dans le réservoir d'une plante surnommée la poule aux œufs d'or au cours de la semaine exacte où Parker casse 10 000 onces est le genre de coïncidence que personne ne croirait si elle était scénarisée. Todd le transporte l'équipage, le fait circuler, et pendant un instant, la semaine brutale se dissout dans le simple plaisir de détenir une once d'or parfaite que la concession semblait céder exprès. Quand tout est compté, les chiffres racontent toute l'histoire. Le nettoyage de cette semaine s'élève à 524 onces. La semaine précédente avait apporté 627,25 onces. Et le total de la saison s'élève à 10 089,85 onces. Ces 2 semaines à elles seules, soit un peu moins de 1150 onces à elles seules, valent plus de 4 millions de $. Et ils font la différence entre un quasi-accident et un record. Il y a 1 an, le même but s'était échappé dans la dernière ligne droite. Cette année, c'est dans la dernière partie que Parker l'a enterré. 89 onces au-delà de 10 000, avec une usine de lavage maintenue par des soudures et un empileur qui aurait dû basculer, sont aussi proches du fil qu'une saison. Il reste encore un peu de temps dans la saison, donc Parker ne s'arrête pas. Après avoir raté le but l'année dernière, il continue de jouer pour rattraper le temps perdu. Le record est battu, le but est enfin battu, et l'homme ne veut toujours pas poser les machines en terrain découvert devant lui. Ce refus de côtoyer constitue tout le caractère de l'opération. La barre des 10 000 onces a été l'objectif toute l'année, et dès qu'elle tombe, Parker la traite comme un plancher plutôt que comme une ligne d'arrivée. Chaque heure supplémentaire de vidange avant le gel est de l'or, qui autrement resterait dans le sol jusqu'à la saison prochaine et sur une concession qui vient de dépasser un record de soudure et de pouces. Laisser quoi que ce soit derrière lui n'est pas dans l'esprit de Parker. Voici donc la question qui mérite d'être débattue. Parker a fait vérifier les soudures de Roxane dans une prière au lieu de l'arrêter pendant 2 jours pour la réparer. Et cet appel l'a porté à 10 000 onces. Était-ce le geste le plus intelligent de la saison ou un pari imprudent qui s'est avéré payant? Déposez votre verdict dans les commentaires. Et si vous souhaitez plus de détails sur les semaines les plus dangereuses du sinistre, abonnez-vous pour ne jamais manquer la prochaine.